Amis de TV Liberté, bonjour. Nous filons au cinéma, Maxime et moi. Alors Maxime, nous avons beaucoup invité les téléspectateurs à aller voir deux films la semaine dernière, Moi, Daniel Blake et Le mystère de Jérôme Bosch. Vous avez un avis sur la question? J'ai un avis sur la question. D'abord, j'ai un avis général qui est que, autant il y a un mois, il y avait beaucoup de films absolument stupides au cinéma, en ce moment, il y a un certain nombre de films positifs à aller voir. C'est donc la saison de profiter du cinéma, puisque puisqu'il fait le froid climat dehors. et la météo nous dehors. incitent à rester au chaud au coin du feu. Peut-être moins en Corse qu'à Paris, il est vrai, mais enfin, quand même. Alors, sur Daniel Blake, moi je partage grosso modo votre enthousiasme. Je pense que c'est un film qui est très intéressant et qui est une satire sociale, on l'a dit et redit. Ah, c'est plus qu'une satire, c'est une tragédie sociale. C'est une tragédie sociale, mais qui dénonce, en fait, qui dénonce un système totalement déshumanisé, qui est celui du système du chômage en Angleterre. Et très franchement, on pourrait l'appliquer en France sans quasiment rien changer, c'est-à-dire où les gens ne sont vus que comme des numéros qu'il s'agit de faire sortir des statistiques et absolument pas comme des personnes qui ont des parcours parfois très classiques et très faciles à ranger, et puis parfois des parcours un petit peu plus chaotiques, plus audacieux, et des savoir-faire qui ne sont pas toujours dans la norme. Oui. Ça, on l'a raconté, mais votre avis sur le... Vous avez marché, vous avez fonctionné avec le film ou vous... Moi, j'ai fonctionné avec le film, évidemment. Enfin, on ne peut pas ne pas fonctionner avec ce film. Mais pour moi, ça n'est pas un grand film, mais c'est un film qui fait réfléchir et qui pose une question de société. Bon. Les seules choses qui m'ont un petit peu dérangé dans ce film, c'est que quand même, il y a un certain nombre d'éléments de caricature qui sont un petit peu téléphoné d'avance, si vous voulez. Par exemple, la jeune femme qui fait appel au vigile et qui va se retrouver prise dans un réseau, on peut le dire, de proxénétisme, de proxénétisme ou de maison close. Vous savez, c'est assez classique. C'est assez classique, mais... je ne connais pas bien le milieu, mais je sais que ça marche comme ça. Moi non plus, mais au moment où il lui donne son numéro de téléphone, on sait que c'est ce qu'il va lui proposer. Et bon, quelle est, entre guillemets, la bêtise de tomber là-dedans? C'est presque trop facile. Oui, enfin, elle crève de faim. Elle crève de faim. Elle crève de faim, cher homme. Mais de même que Daniel Blake est cardiaque. Et de même que Daniel... Non, mais voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, était un biais qu'on aurait pu éviter. On aurait pu faire autre chose. Et puis, Daniel Blake, moi... Alors c'est un sujet sur lequel nous ne serons pas d'accord, Anne, qui ne sait pas du tout utiliser un ordinateur. Oui, mais ça cher Maxime, vous avez à peine 30 ans, mais il faut quand même vous réaliser qu'il y a toute une partie de la population qui n'en a rien à battre de ça, hein, et que l'obligation... Mais l'obligation tyrannique d'utiliser l'ordinateur, c'est vraiment d'un pays totalitaire, d'un gouvernement totalitaire. Alors, je suis d'accord avec vous sur le fond. Il y a des milliers de raisons pour lesquelles on ne tombe pas. D'abord, ça coûte cher, cet Internet. Il faut acheter des machines que les gens n'ont pas. Il faut avoir une alacrité de cerveau que tout le monde n'a pas, particulièrement après un certain âge et quand ils sont en retraite. Enfin, je veux dire, c'est d'une complexité totale et vous n'avez pas à exiger d'une grande partie de la population qui a bien quand même donné du temps et de l'argent à leur pays de se casser encore la tête pour utiliser l'Internet. Et en plus de ça, cet Internet est fait pour supprimer les rapports humains. Voilà, alors ça, c'est le point sur lequel je vous rejoins totalement. Donc, on ne peut pas remplacer tout par des machines. Surtout le côté obligatoire, parce que l'Internet soit un élément de facilitation, bien sûr, c'est vrai aussi pour certains cas. Là où je vous rejoins sur la rupture technologique, parce qu'en fait c'est une rupture technologique, l'Internet, comme l'a été le téléphone ou la machine à écrire, et même de façon plus importante encore. C'est vrai que pour les vieilles personnes, et je suis désolé d'employer ce mot-là, c'est une rupture qui est souvent inappliquée. Non, c'est pas une question de vieille personne. Non, Daniel Blake n'a pas non plus 75 ans. Non, mais Daniel Blake est un manuel, c'est un artisan
de génie. Il fabrique des objets en bois magnifiques. Pourquoi voudriez-vous il a probablement des complexes parce qu'il n'a pas été très loin dans ses études. Pourquoi voudriez-vous le mettre en position de difficulté avec ça? Ce n'est pas normal. Non, mais on voit qu'il n'a jamais touché un ordinateur. Oui, c'est quand même un cas. Eh ben, ça existe. Ça existe. Ça existe. Ça existe. Vous ne pouvez pas éliminer ni d'Angleterre ni de France les 30 à 40%, et je me demande si c'est même pas plus, si c'est même pas 50% de population. C'est beaucoup moins. Bon. C'est beaucoup moins. Deuxième. Mais si vous voulez, bon, il cumule un peu, Daniel Blake, et en fait, je trouve que il cumule, c'est la vie, Maxime. Oui, c'est la vie, mais en fait. Pour moi, ça contribue à alourdir un peu le propos. Oui, mais la vie, c'est ça. Or, la vie, c'est une succession d'obstacles. Oui, je suis d'accord, mais on aurait pu se concentrer sur l'essentiel. Et il y a notamment un passage que j'ai trouvé très très beau, qui est pour moi le passage le plus intéressant du film. Oui. C'est le moment où il fait une sorte de sitting dans la rue, parce que j'emploie un mot à la mode. Il fait un sitting dans la rue et il tag. Il arrive à bout, il commet ce qui pour un anglais est quelque chose. Voilà. Il tag sur un mur, donc il commet un délit. Et là, comme un jeune. Un jeune. Il emploie. Et là, il est dans une démarche à la fois désespérée, mais en même temps pleine de poésie, pleine d'allant, où il arrive à mobiliser. D'ailleurs, c'est le seul moment où il arrive à mobiliser la foule. Et à ce moment-là, dans le film, il se passe quelque chose. Il devient presque iconique de sa génération. Bon, en tout cas, on a bien... C'est le moment où je trouve que ce film prend de l'ampleur. On a bien Moi, j'aurais insisté. aimé que ce soit un film qui termine bien. Voilà. Oui, mais en tout cas, mieux que ce qu'il termine. Je vous ai déjà dit que certaines maladies se terminaient par la mort et qu'un cinéaste ne peut pas changer ça. C'est vrai. Mais vous savez que je suis un grand... romantique. Oui, en partie. Mais quelqu'un d'assez positif. Et j'aurais aimé une note d'espoir en fin de film. Ça aurait permis de terminer un mardi soir avec un peu plus On n'a pas encore guéri tous les cardiaques. C'est malheureux. Autre film. Alors, vous avez beaucoup aimé Snowden. Vite, parce qu'on en a... J'ai beaucoup aimé Snowden. On en a beaucoup parlé. Pas forcément le film en lui-même, mais le message que véhicule le film, parce que le film est un peu soporifique, il faut quand même le dire. Ah non, moi j'ai été très... Alors, ça marche un peu, en fait, on suit ce personnage qui, petit à petit, prend conscience de la vacuité de son existence et du fait que lui, il cherche à être un bonhomme, c'est-à-dire à faire quelque chose de bien pour aider son pays, et en fait, il se rend compte que tout ce qu'il fait, un patriote, tout ce qu'il fait, lui, fondamentalement, est en opposition totale avec ce en quoi il croit. Et surtout, avec le message de liberté, de droits de l'homme que véhicule son pays. Donc, il se rend compte des mensonges de la NSA. Et du gouvernement. Et du gouvernement. C'est le gouvernement. Il n'y a pas la méchante NSA et les gentils. Bon, c'est une politique qui est totalement assumée. Et donc qui en vient à trahir tout ce en quoi il croit au nom de ce en quoi il croit. Ce qui peut sembler paradoxal, mais ça ne l'est pas du tout. Le film se termine, à mon avis, un peu en queue de poisson, puisque finalement Snowden dénonce. Qu'est-ce qui a changé? C'était en 2013. Nous sommes fin 2016, donc ça fait 3 ans. Qu'est-ce qui a changé en 3 ans? Rien. Voilà. Donc en réalité, le sacrifice de Snowden nous a permis de prendre conscience, nous permet à tous, j'ose pas dire autour de la table, mais à vous qui êtes à travers l'écran, avec nous autour de cette petite table, totalement vide aujourd'hui, totalement pure, rien n'a changé. Nous sommes toujours écoutés, toujours espionnés, les coupables listés. Listés, puisque ça vient maintenant devant le ministère. Monsieur Cazeneuve est en train d'étudier ce problème de fichier. Nous a peut-être lui-même sur un fichier. Bon. Mais en soi, ça n'a rien changé à notre société. Et je pense que la prise de conscience citoyenne, même si elle existe, n'a abouti à aucune décision électorale. Le cinéma n'est pas fait pour agir sur un gouvernement. Bien sûr, mais c'est un film qui nous pousse à réfléchir. Alors, vous avez aimé La tête de l'emploi? Oh oui, alors, c'est un film... N'exagérons rien, c'est une comédie assez gentille, mais c'est un film qui, je trouve... C'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Dialogue bien avec moi, Daniel Blake. En fait, c'est un film qui prend le contre-pied absolu de Daniel Blake. Alors, ça part évidemment d'une chose qui ne peut pas exister en France, qui est un pôle emploi qui fonctionne tellement bien que le chômage baisse tellement drastiquement dans cette petite ville qu'on décide de fermer l'agence Pôle emploi et donc de licencier les 3 agents du Pôle emploi local. Alors, avouez que
par les temps qui courent, c'est déjà un présupposé qui est assez comique. Quand on en sera arrivé là, on sera content. Quand on en sera arrivé à liquider, à licencier les gens de Pôle emploi, je pense que si le chômage est totalement arrêté, on pourra leur donner 1 million d'euros chacun et le pays s'en portera très bien. Et donc, ces 3 petits gars se disent que c'est une catastrophe et que donc il va falloir que le chômage augmente pour réussir à conserver leur job. Et en fait, vous voyez à quel point le système de Pôle emploi est presque malsain, puisqu'ils vivent du malheur des autres. Et donc ils ont tout intérêt à ce que le chômage, en réalité, prospère. Donc c'est en ça que le film dénonce un peu et est assez drôle. Alors après, il y a toute une série d'aventures plus ou moins rocambolesques qui sont les solutions qu'imaginent ces 3 bons hommes. On est dans la comédie franchouillarde, classique, amusante, on passe un beau moment, ça ne va évidemment pas au-delà de ça. Mais je trouve que, voilà, au moment où moi, Daniel Blake, dénonce... de façon tragique. De façon tragique, la grande précarité et surtout à quel point ce monde du Pôle emploi hyper administratif, ce paradis des formulaires va détruire l'individu. Là, on a ces gens qui rêvent de détruire un peu plus d'individus pour continuer à exister eux-mêmes en tant qu'individus libres et avec un emploi. Donc, c'est quand même un pied de nez assez amusant. Voilà, ça ne va pas au-delà d'un mardi soir TF1, je vous rassure. Vous vouliez parler, Maxime, de Monsieur Wolf. Oui, Monsieur Wolf, qui s'appelle Monsieur Wolf en français, ce qui est un titre absolument stupide, qui s'appelle Mr. Wolf, d'autant plus débile, qui s'appelle en anglais Le Comptable, puisque c'est l'histoire d'un comptable dont on a déjà parlé. Moi, j'ai trouvé que c'était un film admirable, qui est un vrai thriller, qui fonctionne bien, avec en même temps une histoire d'amour où le héros, pour une fois, est un autiste, ce qui est quand même pas si courant que ça, et le comptable devient sexy, ce qui, pour toute personne confrontée à un comptable dans sa vie quotidienne, relève quand même du miracle. De l'exception, puisqu'en général, on a plutôt un gros monsieur de 50 ans à lunettes et à cravate triste, ou une petite fille, moi j'en ai une par exemple, qui est une gothique. Bon, avouez que le film part d'un présupposé assez rare. C'est surtout, à mon sens, une belle histoire d'amour familial, dans des conditions, il est vrai, un petit peu exceptionnelles. Mais j'ai trouvé que c'était un très bon film qu'on peut aller voir. Évidemment pas en famille, parce que il y a de la charcuterie petit peu à chaque plat. Là, c'est charcuterie à entrée, plat, dessert, si vous voulez. C'est vraiment... oui, il faut aimer l'hémoglobine. Mais c'est un bon film. Alors justement, pour s'éloigner du sang, moi je voulais proposer 2 films. Le plus ancien, c'est La Danseuse. C'est l'histoire de Loie Fuller et de Isadora Duncan, puisqu'elles ont vécu à peu près en même temps, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle. Et tout début 20e. Et au début 20e, bien sûr. C'est la belle époque. Puisqu'elle a été tuée, Isadora a été étranglée par son foulard qui s'est pris dans les roues de la voiture. Alors c'est intéressant parce que c'est le début, en quelque sorte, de la danse libre, de la danse hors des canons esthétiques. De ce qu'on appelle aujourd'hui la danse contemporaine. Ce sont les débuts de la danse contemporaine qui veut chasser l'école de l'Opéra de Paris et l'école de Saint-Pétersbourg. Et puis, c'est très intéressant à ce titre-là. Et puis alors, exactement sur c'est la même idée, c'est La Danseuse. Alors, c'est un film qui a été réalisé par un metteur en scène de danse et par un directeur d'une compagnie de danse qui est Prej Locage, d'après une bande dessinée ça c'est Paulina. Oui, c'est Paulina, le deuxième film, Bastien Vive. Et alors c'est l'histoire d'une danseuse russe qui est programmée pour rentrer au Bolchoï et tout d'un coup elle éprouve le besoin de ne plus danser sur les chorégraphies des autres. Alors ça, c'est très intéressant parce que je comprends bien cette idée de... Quand vous êtes dans une chorale, vous savez, vous devez toujours chanter ce que le directeur de chorale a décidé. Alors elle décide de monter ses propres chorégraphies et bien sûr, elle va à Paris et elle va devenir cette grande danseuse. Alors, c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas que la danse qui est concernée, puisque
bien évidemment, quand on fait abstraction de tous les codes qui ont organisé cette activité artistique jusqu'à aujourd'hui, ça peut être excellent, mais le plus souvent, c'est assez curieux. Oui. Et puis alors... souvent, on ressort un peu étonné de ce qu'on peut voir quand on se contemporain. Et puis, moi, je suis frappée quand même de... C'est un point de vue de béotien, je connais très peu à la danse, mais ça demande une excellence parfaite, parce que sinon, on a l'impression qu'on a des êtres sauvages en face de soi. Oui. Alors, d'un côté, on a... C'est un empire sur le corps. Voilà. Et sur le moral, j'imagine. On a une civilisation arrivée peut-être à son maximum de développement, extraordinairement sophistiquée, et ça donne ces grands ballets fantastiques. Et de l'autre côté, on a une espèce de réduction à l'homme sauvage et à l'être primitif, qui est accroupi comme une araignée. Et d'où l'esthétique a disparu, ou la beauté, ne même pas parler d'esthétique, de la beauté a disparu à 80%. Mais la beauté n'est d'ailleurs plus un sujet, c'est-à-dire on ne s'intéresse plus à la beauté. La beauté est une conception bourgeoise qui ne les intéresse pas. Donc ce film est très intéressant à ce titre-là. Vous voyez, souvent je fais ce parallèle, quand vous allez dans une galerie d'art contemporain, on ne parle plus d'œuvre. En général, on parle de propositions. Donc ce qui ne compte pas. Non, mais le mot est très important parce que les mots ont un sens, et c'est pas à vous, Anne, que j'apprends ça, mais on ne s'intéresse pas à l'œuvre en tant que telle, qui n'est pas là pour être belle ou pour être techniquement réussie, elle est là pour porter un message. Et en fait, vous pouvez mettre simplement un miroir ou une cuvette de toilette, ça porte un message, c'est donc une proposition, ce qui vous permet de vendre ça. Évidemment, Caravage aurait certainement été bien embêté de mettre des chiottes à la turque. Et c'est celui qui regarde, qui donne un nom à la proposition. Eh ben oui, ça, c'est sûr que Michel-Ange ne proposait pas des toilettes à la turque pour décorer les plafonds de la chapelle Sixtine. Mais que voulez-vous? Chaque époque a ses artistes. Alors moi, il y a un film dont j'aimerais peut-être... Paulina sort partout et je trouve que c'est très intéressant. Il y a un film dont on parlera la semaine prochaine parce que c'est un film de guerre qui s'appelle Tu ne tueras pas. C'est l'histoire d'un soldat qui s'engage et qui refuse de tuer les autres. Voilà. C'est Mel Gibson. C'est Mel Gibson. Il va au combat, mais sans fusil. Et évidemment, c'est quand même une histoire assez rare qui est basée sur des faits réels. Donc, c'est une charcuterie sans charcuterie. On m'a dit que c'était quand même très, 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 très violent. Je ne peux pas vous dire le contraire, mais je pense que c'est un film qui nous ouvre un peu l'esprit d'une certaine manière et qui mérite qu'on en parle la semaine prochaine. Parfait. Alors, résumons-nous. Snowden, La tête de l'emploi, Daniel Blake et ensuite Mr. Wolf, que vous avez les bien pépites aimé. Qui passent encore et qu'on peut voir et revoir, y compris avec ses enfants. Ou ses petits-enfants. Les pépites. Merci beaucoup, Maxime. Chers amis de TV Liberté, à très vite. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique « Je lis, donc je suis », nous avons invité Madame Beata de Robien. Bonjour Madame. Bonjour. Qui nous vient nous présenter son 5e livre. J'ai lu les 4 premiers. Il m'en manque un. Et je peux vous dire que Beata est une historienne extrêmement agréable parce que elle raconte l'histoire de son pays, la Pologne, dans 2 livres, même 3 finalement. Le nain du roi de Pologne. Oui, c'est sur l'histoire sur Henri III, les rois malheureux de Pologne. Roi malheureux. Le roman de la Pologne. C'est l'histoire de la Pologne. C'est toute l'histoire de la Pologne. C'est une fresque inouïe. Du premier roi jusqu'à l'entrée dans l'Union. Et surtout, le dernier chapitre sur Jean-Paul II que je connais. Sur Jean-Paul II que vous avez connu. Et La fugue polonaise, qui là est un roman, mais qui est un roman extrêmement prenant, puisque c'est la vie en Pologne sous l'occupation soviétique
À partir, c'est un fresque sur 3 générations qui raconte comment il fallait survivre dans cet océan de mensonges dans lequel nous étions élevés et à travers d'une famille, parce que je me suis rendu compte que les livres d'histoire ne rendent pas les tragédies individuelles. Il faut un roman pour qu'il incite un peu d'un... Et il y a des tas de gens qui ne lisent pas les livres d'histoire. Donc en écrivant un roman, vous rendiez accessible cette histoire. J'ai touché beaucoup plus de lecteurs. Oui. Et ça commence avec la mort de Staline. Et là, je recommence un livre encore à l'époque de la naissance de la fille de Staline. Voilà. Nous allons traiter ce matin de la malédiction de Svetlana, qui est donc la fille de Staline. Mais pour rester en Pologne, vous dédiez ce livre à votre grand-père. Oui, il était professeur de l'université et il a été arrêté au moment que les soviétiques ont envahi la Pologne, c'est-à-dire 17 jours après Hitler, et il s'est retrouvé à envoyer au goulag comme 1 million d'autres Polonais. Il ne faisait pas de la politique, il était professeur de l'université. Et quand il est rentré, après ces 12 ans terribles, j'étais trop petite, trop jeune pour lui poser des questions. Et c'était un des regrets de ma vie, de ne pas savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement et comment était. Il a laissé quelques notes, et c'est de ça que je parlais entre autres dans Fugue polonaise. Il y a son retour qui m'a beaucoup marqué. Alors, cette pauvre petite fille, Svetlana Staline, elle aussi, en quelque sorte, eut une destinée tragique. Mais complètement tragique. D'ailleurs, j'ai écrit ces livres un peu comme une tragédie en 5 actes, mais déjà, tout est déjà sur cette photo. Parce que elle a les coups un peu légèrement tordus, pas trop, juste un tout petit peu. Il y a son père qui la tient par les coups. Elle a mal, mais pas trop non plus. Elle a un petit sourire touchant. Est-ce que quelqu'un peut lui venir en aide? On se demande. C'est terrible d'être la fille préférée de Staline et en même temps de savoir qu'elle est aimée beaucoup plus que ses 2 frères. Khrouchtchev a dit « Staline aimait sa fille comme un chat aime la souris ». J'ai eu de très bons et de très mauvais moments dans ma vie, se confiera-t-elle. Je ne me suis jamais considérée comme une martyre. Pourquoi devrais-je me plaindre? Se plaindre est la pire chose au monde. Cela n'apporte rien de bon. J'ai peut-être une croix à porter, mais je ne souffre pas. Vous savez, dans la tradition chrétienne, on dit que 3 générations doivent payer pour les péchés de leur père. C'est terrible. Elle a porté ses péchés de son père. Elle s'est sentie responsable alors qu'elle est pour rien. Non. Et elle a cherché aussi Dieu toute sa vie quand elle était élevée dans un athéisme militant. Et là, elle s'est fait baptiser à l'âge de 32 ans, donc l'âge vraiment de raison. C'est pas inscrit dans des registres paroissiaux parce que c'était dangereux pour elle et dangereux pour les prêtres. Tout le monde, oui, bien sûr. Mais elle va les chercher, elle va dénoncer les communismes, elle va chercher elle a apporté un coup terrible quand en 1967, quand elle choisit l'Amérique, quand elle demande l'exil. Elle a demandé l'asile politique. Tout de suite après Nureyev, d'ailleurs. Oui, elle ne savait pas sauter aussi haut que Nureyev, donc elle a foncé à Delhi dans l'ambassade les soirs, un jour, et elle a demandé l'asile politique. Vous imaginez la tête de l'employé de l'ambassade à 7 h du soir, il voit cette femme qui lui dit « Je suis la fille de Staline ». Et il demande « Le Staline ?» Ben oui. Le Staline. Staline. Alors qu'ils ont appelé immédiatement les consuls et l'ambassadeur qui ne savaient même pas que Staline avait une fille.
Oui, bien sûr. Alors, on voit cette première partie de vie donc à Moscou. On voit que elle perd sa mère très vite. Oui, à 6 ans, et on lui a menti parce qu'on lui a dit qu'elle était morte de l'appendicite, alors qu'elle était morte. Elle s'est suicidée. Et elle va apprendre ça 10 ans après, en feuilletant un journal, une revue anglaise, où on raconte comme un fait accompli, connu de tout le monde, que sa mère s'est suicidée. Alors, elle voit les premiers mensonges. Oui, et c'est en fait le premier mensonge qui va finalement tirer tous les autres. Oui, après... Sa mère était une jeune femme un peu inconsciente. Elle se marie très jeune. Elle s'est sauvée de sa famille, de sa maison à l'âge de 16 ans, tellement éblouie par ces révolutionnaires de 40 ans de Géorgie, qui étaient Staline. D'ailleurs, il y a un mystère aussi qui flotte sur cette affiliation. C'est presque une Antigone moderne, cette histoire. Parce que la mère de Nadia... Donc la grand-mère de Svetlana a fait un jour des confidences à sa fille qu'elle a été maîtresse de Staline. Oui. Donc ça devient une tragédie grecque. Ça devient une tragédie grecque parce qu'elle va après se poser la question si c'est pas son père biologique. Et c'était aussi terrible comme... mais Staline qui a toujours falsifié, tout caché, oui. On le saura jamais. Alors on pénètre au cœur du régime soviétique dans lequel personne n'est à l'abri, puisque les tantes même de Svetlana vont être arrêtées. Celle en qui elle avait redonné son affection, à qui elle avait redonné son affection, puisqu'elle n'avait plus de mère, ces tantes elles-mêmes vont être arrêtées, torturées, certains fusillés et certains déportés en Sibérie. Et quand elle pose la question, parce que Svetlana est très intelligente, elle pose des questions et son père lui dit « elle parlait trop ». Il y en a une qui tenait un journal. Staline ne supportait pas. C'est vraiment un crime de lèse-majesté. D'ailleurs, ses collaborateurs n'ont pas droit de faire des notes. Staline ne prenait jamais des notes. Il ne veut pas qu'il y ait de traces de son comportement, évidemment. Évidemment. Alors... Elle a une éducation somptueuse. Comme une princesse, comme une impératrice. Une princesse très cultivée. Elle joue du piano. Elle apprend des langues, elle a une gouvernante allemande. Elle apprend le français, elle découvre la peinture, l'écriture. Elle est très russe. Oui, elle écrit les poèmes. Staline aussi écrivait les poèmes dans sa jeunesse. Les Russes aiment la poésie, même s'ils assassinaient les poètes. Elle a cette éducation extraordinaire. Mais elle reste quand même très très longtemps naïve. Elle reste naïve, elle pose quand même des questions à son père quand il y a quelques camarades de classe qui rentrent, et qui la voient et qui disent cette nuit, il y avait des messieurs en manteau de cuir qui ont frappé à la porte. Ils ont dit à papa, tu as un quart d'heure pour ramasser tes affaires, prendre des vêtements chauds. Et qui sont disparus. Et elle s'imagine que qu'est-ce qui se passerait si son père avait été... Et elle dit à son père naïvement, est-ce que tu peux demander à tonton Beria qu'il libère les pères ou la maman de mes camarades? Moi, je n'aimerais pas qu'on t'emmène toi aussi comme ça. La réaction de Staline est aussi, comme toujours, sournoise. Il immédiatement interdit que tous les rejetons des ennemis du peuple soient encore dans l'école de Svetlana. Ah oui, non. Je crois qu'on n'a pas encore très bien compris en France la nature du régime soviétique. Svetlana, d'ailleurs, elle va s'étonner quand elle va découvrir aux États-Unis toute la littérature sur l'Union soviétique. Elle ne savait pas qu'il y en avait autant de témoignages aussi de victimes, mais qu'il y en avait aussi autant de ceux qui glorifiaient ce régime. Elle va être étonnée de l'aura qui
qui jouit encore, par exemple, Trotsky et son mouvement monstrueux. N'oublions pas qu'il a quand même dit qu'on ne devrait pas porter les regards aussi sacrés sur la vie humaine. Donc elle voit tout ça, elle est étonnée de cette complaisance qu'il y avait l'Occident vis-à-vis de ce régime. Et qu'il y a toujours un Occident, d'une certaine façon. Vous évoquez ce jeune Américain qui s'appelait John Reed. Qui est venu, des prénoms, qui est venu participer à la révolution soviétique, et on a donné son nom son prénom à beaucoup de jeunes. En un seul mot, ça s'écrivait John Reed, tellement on trouvait ça magnifique comme. Sauf que Staline trouvait qu'il n'a pas assez glorifié son action personnelle, et puis après il traquait aussi tous les John Reed dans toutes les maisons toute la Russie. d'enfants. Alors, deux parties dans sa vie. Il est la première quarantaine d'années à Moscou, sans bouger, et puis la seconde qui va se révéler, donc, quand elle a eu demandé l'asile politique aux États-Unis, une espèce d'errance tragique entre l'Amérique, l'Angleterre, le retour. Elle n'a pas compris qu'est-ce que c'était l'Occident. Elle qui n'a jamais eu même un compte en banque, tout d'un coup, avec ses écrits et son avaloir qu'elle a reçu des éditeurs, qui est équivalent comme aujourd'hui 35 millions de dollars. Elle s'avait trouvée millionnaire et elle n'a pas compris les rôles d'argent. Elle a distribué cet argent à l'aveuglette, d'abord pour beaucoup de bonnes causes, puisqu'elle a donné à la charité, elle a donné à la Croix-Rouge, elle a donné à la fondation. Mais n'a rien gardé pour ses vieux jours. Elle n'a rien gardé pour ses vieux jours. Il y avait quelques avocats indélicats, puis ses maris qui a séché jusqu'à bout ses finances. Alors là, on est tout de suite dans une atmosphère des Hitchcock, pratiquement. La succession des maris aussi désastreux les uns que les autres. Oui, c'est très étonnant qu'elle a une lucidité politique. Elle n'a absolument pas discernement quand il s'agit de ses maris ou de ses amants. Et puis alors toujours des décisions, des coups de tête. Des coups de tête. Elle rencontre cet homme qui est un instrument entre les mains de sa belle-mère, qui pense que Svetlana a des millions de son père parce que sinon, pourquoi elle se serait arrêtée en Suisse? Oui. Et elle a... Le fantasme. Elle les connaît depuis 3 semaines, ils décident de se marier. Le mariage va durer 20 mois. Elle a une fille, à 45 ans, elle a une fille. Et lui, il va la ruiner pratiquement... consciencieusement. C'est vraiment une destinée maudite, comme vous le dites dans votre livre, Beata de Robien, mais en même malédiction de Svetlana. Un courage incroyable, parce courage, à chaque fois, elle va essayer de se reconstruire. Et aussi, j'aime beaucoup sa recherche de Dieu, vraiment, elle avait besoin de ça. Même si elle confondait un peu de toutes les religions. Elle va de la religion hindoue à... elle avait besoin d'une spiritualité, mais elle va effectivement... Même à un moment donné, elle rejoint l'église de Scientologie en confondant tout, mais plus pour sa maîtrise de soi que pour son idéologie, parce qu'elle a un penchant pour l'alcool, elle lutte contre ça. Elle lutte, elle connaît les ravages que ça provoque. Beata de Robien, nous irons plus loin avec vous sur la Radio Liberté. Une après-midi, et nous continuerons cette conversation parce que vous avez beaucoup de choses à nous apprendre, et sur la Pologne et sur cette époque stalinienne, avec La malédiction de Svetlana. C'est publié chez Albin Michel, et je peux vous dire, chers téléspectateurs, que vous ne quitterez pas ce livre tellement il est passionnant et tellement il est vrai. Merci beaucoup, Beata. Et j'ai envie de dire, il est aussi plein d'humour.
Je pense, quelqu'un a dit que c'est ma marque de fabrique, oui. Mais c'est parce qu'à chaque fois quand il y a une tragédie, il y a un moment oui. de les rendre absurdes. Vous savez de temps en temps mettre une parenthèse à la tragédie en insérant des propos de grand humour. Et puis on sent encore une fois que ce monde ne vous est pas du tout inconnu et que ça était en quelque sorte celui de votre enfance. Et cette authenticité est très présente dans le livre. Merci beaucoup, Beata de Robien. Merci à vous. La malédiction de Svetlana aux éditions Albin Michel. Au revoir, chers téléspectateurs. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique L'art en beauté, nous avons demandé à un très beau guide, Jean-Paul de Rambre, de venir nous expliquer l'art du vitrail. Bonjour monsieur. Bonjour Anne. Vous êtes maître de conférence à Lille 3 en histoire de l'art. Vous êtes aussi vice-président du Centre international du vitrail à Chartres. Et vous avez écrit 2 très beaux livres, Voyage au Moyen-Âge à travers les vitraux de Chartres, avec votre épouse, texte de Colette et Jean-Paul de Rambre, avec des photographies de Henri Gault. Un autre beau livre dans la collection Zodiac que tous les amateurs d'art connaissent, Vitraux de Chartres, avec la même épouse. Et en librairie en ce moment, ce beau numéro d'histoire antique et médiévale et se zoome sur la cathédrale de Chartres avec 2 collaborations de votre part. Peut-être première question, comment avez-vous été attiré par le vitrail? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes spécialisé dans le vitrail? Alors ça commence par une passion, évidemment, la passion de l'art, des images, et en particulier les images dans les églises. Bon, c'est un fil conducteur pour moi qui est très ancien, et j'ai eu la chance de faire visiter des monuments que je ne connaissais pas vraiment, mais que j'ai appris à connaître, et j'ai appris à les connaître dans une transmission, par une transmission. Et donc le contact avec de nombreux visiteurs, tout aussi enthousiasmés par la beauté, m'a stimulé, parce que j'ai senti aussi la difficulté qu'il y avait de rentrer dans ces œuvres d'art et de les percevoir dans leur richesse profonde. Et donc je me suis mis à les expliquer, à les interpréter, et c'est un travail qui m'a entraîné très très loin d'un point de vue universitaire, mais aussi d'un point de vue de transmission. Alors, vous dites que c'est difficile de les comprendre, ces œuvres d'art et ces vitraux. Est-ce à dire qu'au Moyen-Âge, finalement, les fidèles connaissaient bien mieux toutes ces histoires que nous? Alors, c'est une vraie question de savoir comment les gens du Moyen-Âge percevaient ce très riche patrimoine. Ils avaient certainement une meilleure connaissance des références bibliques. Ils baignaient dedans par la liturgie, par les lectures. Mais l'œuvre d'art elle-même propose toujours une interprétation et propose une relecture de ces textes fondamentaux. Donc il y a un double travail à faire, qui est d'avoir les références, d'une part, bon, ce qui est difficile aujourd'hui, et d'autre part de comprendre comment l'artiste interprète et propose une vision très originale de ces textes traditionnels. Je dois dire aussi que vous avez écrit un 3e livre, La Bible par l'art, publié chez MAM. Et c'est sûrement une excellente manière de se rappeler ou de découvrir tout simplement ces grandes scènes bibliques en regardant des œuvres d'art. Tout à fait. C'est deux voies relativement parallèles. L'art a sa autonomie, la foi et l'Église a son système de référence aussi, mais j'ai envie de dire 2 parallèles qui se croisent très souvent, parce que finalement l'artiste va mettre au service de l'Église sa manière de voir, et l'Église apporte aussi une richesse au niveau de la révélation qui est considérable et qui stimule la création artistique. C'est le même objectif, faire voir,
Mais faire voir quoi, d'une certaine manière? L'invisible. L'invisible, voilà. Donc la révélation chrétienne, de ce point de vue-là, est un véritable trésor pour l'artiste, parce que je crois qu'il épouse profondément le même objectif de montrer quelque chose qu'on ne voit pas spontanément, qu'on ne voit pas naturellement. Et donc, il nous entraîne dans le mystère, et ça, c'est une grâce inouïe. Et l'artiste est évidemment un merveilleux médiateur de cette révélation. Alors, ce sens de l'art, ce sens de montrer l'invisible, ce but ultime de l'art au Moyen-Âge, montrer l'invisible, n'est-ce pas cela qui empêche nos écoles de faire approcher les enfants de cet art? C'est un objectif pédagogique difficile parce qu'il faut d'une part ensemencer l'ensemble des références scripturaires, donc il faut les connaître, et ça représente déjà un énorme travail. Et en plus, il faut donc adopter cette démarche artistique, respecter cette démarche artistique, comprendre comment le génie de l'artiste est complètement investi dans ce travail d'interprétation d'une révélation traditionnelle. Et chante la plus grande gloire de Dieu. Et chante la plus grande gloire de Dieu. Alors on est partagé, effectivement, quand on fait un cours à l'université, qu'est-ce que l'Annonciation? Le mystère de l'Annonciation, c'est un peu plus complexe qu'une réduction un peu caricaturale qu'on en fait habituellement. Et comment ne pas faire cet approfondissement du mystère de l'Annonciation pour comprendre à Giotto, pour comprendre Fra Angelico, qui vont au cœur du mystère, mais pas à côté, ils vont au cœur. Et comment réagissent alors des enfants, des jeunes d'aujourd'hui, puisque vous avez des étudiants? Ils sont demandeurs, ils sentent une carence, hein, évidemment, donc ils sont très très demandeurs de ces traditions. Alors il faut y aller aussi avec pédagogie et pas trop les envahir non plus, parce que la tradition chrétienne est très très énorme et très envahissante. Et si on fait tout le cours sur le mystère de l'Annonciation, ça ne fait pas l'affaire par rapport à la présentation de Giotto, de Fra Angelico, etc. Bien sûr, bien sûr. Alors, rapprochons-nous du vitrail. Comment êtes-vous arrivé à Chartres? Alors, Chartres, Bourges, Amiens, bien sûr, Reims aussi. Bon. Mais Chartres a le privilège d'avoir conservé, pas la totalité, mais plus des 3/4 du programme iconographique d'origine, autant dans la pierre que dans le verre. Et donc on a un ensemble de vitraux à l'étage inférieur, qu'on appelle les vitraux narratifs, 40 verrières sur les 45, 47 d'origine. Et puis à l'étage supérieur, aussi un ensemble très très conséquent, un peu différent. Et donc les vitraux narratifs en particulier, eh bien, sont constitués de 20 à 30 scènes qu'il faut pouvoir décrypter l'une après l'autre. Quand on est en bas, ça va. À 17 mètres d'altitude, c'est déjà plus difficile et on a vraiment des problèmes de vision. D'où la nécessité d'acquérir vos livres. Voilà, pour avoir les gros plans. Donnez-nous tout de suite, bon, nous devions parler de la restauration et tout ça, mais finalement, rentrons tout de suite dans le récit d'un vitrail, avec les vitraux que vous avez choisis, s'il vous plaît. Tout à fait. Alors, on a évidemment un ensemble. Quand on arrive, on est noyé par les 2000, 2500 images qui sont organisées en fonction d'un plan. Donc, la nef, le transept, le chœur. Et c'est le chœur qui commande. Donc à Chartres, c'est la vision apostolique. Ce sont les apôtres et la mission des apôtres. Donc la mission de l'Église qui se prolonge après les apôtres par les saints et qui arrive donc au XIIe, XIIIe siècle. Alors chaque verrière est organisée en fonction d'un réseau original. Il y a une lecture qui en général commence du bas vers le haut. Les Anglais font plutôt du haut vers le bas. Mais une fois qu'on est dans le réseau, à droite, à gauche, avec des allers-retours, il faut chaque fois, un peu comme dans un labyrinthe, trouver un sens de lecture. Et parfois, le sens de lecture s'inverse. C'est assez rare. C'est du haut vers le bas. Par exemple, le Samaritain de Bourges raconte l'histoire d'un pèlerin qui sort de Jérusalem et qui va à Jéricho. Jérusalem, c'est en haut, Jéricho, c'est en bas. Donc, il a suivi la géographie. On a une descente. Mais cette descente, c'est la kénose. C'est la descente de Dieu dans l'humanité et jusqu'à la mort du Christ. Donc, tout prend sens. Le moindre, à droite, à gauche, en haut, en bas, c'est très visuel. Et il faut se mettre évidemment dans une perception qui n'est pas celle du texte dialectique, enfin, et qui est celle d'une visualité plus globale. Et on voit tout ensemble. On voit le haut et le bas en même temps. C'est ça qui est très très important. Alors que dans un texte, on ne peut pas voir le début et la fin du livre en même temps. On avance au fur et à mesure. Le
la visualité est beaucoup plus globale, mais il faut aussi avoir des réflexes, de se laisser guider justement par les médaillons du centre, le premier, le dernier. Alors si on rentre un peu plus dans le détail, effectivement, un vitrail comme le vitrail de Saint-Lubin, qui est dans la nef, côté nord, offre plusieurs sens de lecture. Il y a d'abord toute une kyrielle de donateurs qui présentent chacun une coupe qui est le résultat de leur travail. Et Ce sont des closiers, des closiers qui sont représentés, qui ont récolté leur vin et qui viennent un peu au marché présenter leur coupe. Certains soulèvent le couvercle, d'autres disent mon vin est le meilleur de cette année, vous m'en direz des nouvelles, le doigt levé. Et tous ces closiers arrivent, alors c'est une époque où on cultivait le vin à Chartres, tous ces closiers arrivent dans la partie inférieure du vitrail. En général, les artisans, les corporations sont dans l'histoire sainte. C'est assez nouveau d'ailleurs. Jusqu'à présent, les moines faisaient moins crédit au travail manuel. Là, on est dans la ville, une ville très prospère, donc ces closiers font fortune. Ils vont contribuer bien sûr à l'embellissement de la cathédrale. Donc on arrive en bas, une petite scène très très curieuse avec monsieur et madame. Madame tient les cordons de la bourse, monsieur continue de vendre son vin. Et juste au-dessus, on rentre dans le vitrail avec une première scène où un marchand est en train de négocier. Donc il goûte le vin et il dit donnez-moi-en donc un tonneau. Derrière il y a un crieur sans doute. Ça se fait à l'extérieur de la ville parce qu'au Moyen-Âge le commerce du vin était interdit dans la ville. Donc c'est dans les faubourgs. On en reparlera. Et pourquoi plus tard. Il était interdit Sans doute pour par précaution. Les précautions. Voilà. Pour pas qu'il y ait trop d'ivrogne dans la ville. Trop d'ivrogne et trop de désordre. Alors ce vin, il est transporté. On a un magnifique tonneau qui est arrimé sur un chariot, et on va aller à Chartres du bas de la ville, le faubourg est plutôt en bas, au haut de la ville, rejoindre les demeures. Et avec un très beau cheval. Un très beau, alors un cheval qui souligne l'effort, le tonneau est plein, et on amène ce tonneau dans un cellier. Donc il se trouve qu'on a encore gardé plusieurs caves à Chartres, en particulier le cellier de Loens. Donc le tonneau est placé, on va tirer la chopine en pinçant, il n'y a pas de robinet encore à l'époque, en pinçant l'écoulement. On remplit donc un vase et voilà que tout d'un coup, ce vase de vin est déposé, apporté pour la liturgie eucharistique. Et donc on assiste au moment de la consécration, ceci est le sang. Donc curieusement, et de façon vraiment très intelligente, on passe de l'histoire profane à l'histoire sacrée. Et il n'y a pas de séparation franche, sinon une continuité. Mais il y a quand même une promotion de ce vin qui devient le sang du Christ et au cœur de l'histoire. Alors ça, c'est l'histoire des donateurs. Et je termine par la vision liturgique, et puis ce Christ en majesté. Mais il y a une autre histoire qui va se combiner, qui est plus historique. D'abord, on rappelle un épisode un peu énigmatique, sans doute du moment où l'exploitation du vin donnait lieu à des taxes et des impôts un peu lourds. Il se trouve qu'il y a un évêque à Chartres, Pierre de Selles, qui va abolir le droit de bon vin. Et ça libère évidemment l'économie du vin et on est du coup très reconnaissant vis-à-vis de l'évêque, vis-à-vis des chanoines, d'avoir abaissé les impôts. Rien de tel pour faire repartir l'économie. Et alors, donc on glose sur cette culture du vin. Alors on introduit maintenant l'histoire de Saint-Lubin. Donc il y a plusieurs entrées. L'histoire du vin, l'histoire de l'économie politique de Chartres, et puis l'histoire de Lubin, qui a priori n'a pas de rapport encore immédiat avec qui est Saint-Lubin? Alors Lubin, c'est un personnage merveilleux, très connu dans la région de Chartres, parce que le prénom est bien porté, un évêque historique du VIe siècle, qui a contribué à consolider le diocèse de Chartres, immense diocèse de Chartres, un des plus grands. On dit qu'il l'a borné, c'est-à-dire qu'il a une vision très claire de son territoire et donc de tout ce qui va avec au niveau pastoral et au niveau économique. Et c'est un évêque dont on a conservé une ceinture, on a conservé un évangéliaire, toujours dans le trésor de la cathédrale, et il est considéré comme un évêque particulièrement évangélisant. Alors on commence par l'origine de ce Lubin qui vient de Poitiers. Quand on veut parler de choses importantes en France, on situe toujours Poitiers comme un grand berceau du christianisme, Saint-Hilaire, Saint-Martin. On n'est plus tout à fait à cette époque, mais il y a encore des familles. Donc c'est une famille très riche, riche propriétaire. C'est ce qu'on veut montrer quand Lubin garde les moutons. Il garde en fait un troupeau, donc il est de riches
origine. C'est une condition nécessaire pour accéder à des responsabilités supérieures. Alors, ce berger, propriétaire donc, de son troupeau, va bénéficier d'une éducation. Donc, une école se met en place. D'abord, une école qui le rejoint dans le cadre pastoral. Et donc, on voit un moine qui apporte une ceinture. Et sur cette ceinture, il y a les lettres A, B, C, D, E, F, G, H. 8 lettres. C'est un début d'alphabétisation. Alors, à ces 8 lettres, il faut accrocher beaucoup de choses, parce qu'on peut faire aussi de la musique avec les A, B, C, D, E, F, G, H, l'octave. On peut aussi, avec ces lettres, combiner des mots. Et comme c'est sur une ceinture, c'est quelque chose qu'on porte sur soi. Et en même temps, la ceinture a toujours une vertu d'ascèse, se serrer la ceinture, bien sûr. Donc, il s'agit, en même temps qu'on apprend les lettres, de bien se tenir et d'avoir une éducation qui soit digne de ces lettres si savantes. Alors justement, la scène d'après, on voit notre Lubin qui fait ses exercices. Donc sur une tablette de cire, il écrit ses lettres A, B, D, E, F, G, H, I, et il manque une lettre. C'est un exercice à trous. Et donc il manque la lettre C. Que signifie la lettre C? La lettre C peut signifier castitas, caritas, Chartres aussi. Donc on accroche comme ça à chaque lettre, un peu comme dans le dictionnaire Larousse, on a la lettre au début des mots, et tous les mots s'accrochent. Mais ce Lubin est studieux, il s'oppose à son petit camarade qui, lui, est intempérant et qui boit, qui vit de profil et qui, visiblement, ne va pas faire une grande carrière littéraire. Et on termine par l'accès à l'école. Alors son père l'amène dans une école et le met à l'écoute d'un maître qui, cette fois-ci, lui apprend ABCD, sans doute le quadrivium ou bien le trivium. Alors on est vraiment là au cœur de l'éducation. Donc il est bien éduqué. Deuxième partie, on voit notre Lubin qui rentre au monastère. C'est à l'époque le grand lieu de formation spirituelle. ENA de l'époque, d'une certaine manière, c'est la carrière ecclésiastique qui Vous leur commence. feriez plaisir en disant ça. Il y a beaucoup d'évêques qui sortent du monastère, ils rentrent dans le monastère, il est tonsuré. Un jour, au cours de la Lectio Divina, le bibliothécaire ou le maître des novices vient le chercher et l'emmène pour un long voyage. Ça, c'est une activité importante des moines que d'aller de monastère en monastère pendant une période de formation. Parce qu'en allant de monastère, on va rencontrer d'autres maîtres, d'autres personnages vénérables, et puis on va aller dans les bibliothèques, on va voir des manuscrits qu'on n'a qu'à cet endroit. Et d'ailleurs, quand ils repartent du monastère, Lubin, qui visiblement est monté en grade parce qu'il est le dernier, il emmène quelques manuscrits qu'il va recopier sans doute dans son monastère. Donc c'est un moine qui a gravi tous les niveaux de la formation monastique. Il rentre au monastère, il est accueilli par le père abbé avec ses compagnons qui lui confient à ce moment-là des responsabilités. En particulier, il lui confie les clés. Donc sans doute la responsabilité de cellerier, d'intendant. C'est un passage très important. Un bon moine doit savoir gérer les affaires économiques. Suger est un excellent gestionnaire. Oui, ce ne sont pas des éthérés. Non, parce qu'il va falloir beaucoup de moyens pour développer toute cette pastorale et toutes ces et puis faire vivre tous les moines. Voilà. Alors les clés ont une valeur symbolique, c'est le vieux moine qui transmet, effectivement, comme le Christ a pu transmettre aussi à Pierre, là c'est à Lubin, la charge de l'Église. Et alors forcément, il est élu évêque, consacré évêque par un autre évêque. On a bien soin de montrer que les laïcs sont à la marge, n'interfèrent pas dans le choix des évêques, qui reste une affaire d'église. Bon, c'est compliqué, c'est la querelle des investitures, mais on est en pleine réforme grégorienne à l'époque et on veut absolument montrer que l'évêque est indépendant du pouvoir politique. Et donc, la première image qu'on montre de cet évêque, c'est une image d'évêque en visite pastorale, sur un âne, comme le Christ, comme Martin, comme tous les hommes d'église qui ne cherchent pas le luxe, même si certains sont quand même un peu tapageurs au niveau dans leur déplacement, mais là c'est un âne, et donc il visite précisément son diocèse. C'est là qu'il a été sur le terrain, il a rencontré les paroisses, il a rencontré les chrétiens, il leur a parlé, et il n'est pas resté donc dans son palais, comme on le dit à l'époque, alors dans la réforme grégorienne, mais surtout dans les conciles de la 33, qui sont juste avant, qui est avant le vitrail, et la 34 qui va arriver en 215, qui est après. On dit que l'Église doit être pastorale. Il faut être sur le terrain, dispenser les sacrements, le baptême, la prédication, la confession. Et alors on termine par un miracle,
qui a lieu dans les faubourgs de Chartres. On revient aux faubourgs de Chartres. On a commencé avec le vin et on revient à cette vision des faubourgs infestés par des démons, etc. Et donc on a un exorcisme grâce à l'eau qui permet à Lubin d'être vraiment présent jusque dans les quartiers les plus populaires. Et donc on termine par ce Christ alpha et oméga. Mais alors quand on est dans cette vision de Lubin qui devient évêque, précisément on rejoint l'histoire des donateurs. Parce que c'est à cet endroit que le médaillon de l'Eucharistie est situé. Et donc ce médaillon de l'Eucharistie interfère évidemment avec l'évêque, puisque c'est la grande activité de l'évêque que de célébrer l'Eucharistie et de présider l'Eucharistie. Et en même temps, c'est un peu comme dans l'offertoire, le fruit du travail des hommes, et qui arrive au moment de la consécration. Voilà, donc c'est une image extrêmement savante, extrêmement construite, avec des épisodes bien démarqués dans l'ensemble du vitrail. Mais quand on a le vitrail dans son ensemble, du premier coup d'œil, c'est difficile. Par contre, la deuxième fois, de votre voilà, aide. une fois qu'on a l'histoire en tête, il faut incrémenter cette histoire orale et l'avoir en mémoire. Alors l'image fonctionne comme une mémoire de ce qu'on sait déjà, et une mémoire plus silencieuse, donc on a le temps de regarder, d'interpréter l'épisode plus de la visite pastorale, ou au contraire l'épisode de la formation intellectuelle, ou au contraire l'épisode des moines, etc. L'histoire se redistribue. On peut aussi lire simplement les médaillons centraux, le vin, le tonneau dans le cellier, puis le vin qu'on va tirer pour l'Eucharistie. On peut aller du bas vers le haut, du haut vers le bas. On voyage à l'intérieur du vitrail avec un plaisir évidemment très grand d'établir des connexions entre l'aspect économique, l'aspect éducatif, l'aspect spirituel et puis l'aspect ecclésial. Merci beaucoup pour ce magnifique exposé. Petite question, pourquoi est-ce que souvent les personnages ont la tête penchée? Alors, effectivement, il y a des attitudes un peu... Alors, le Christ, évidemment, est toujours vu de face, droit, et lui droit. Au contraire. Mais par exemple, ici, la tête penchée est toujours le signe d'une action. On est en mouvement. Voilà, alors là, il faudrait se servir des ouvrages de François Garnier, parce que tous les gestes des mains, les gestes du corps contribuent au langage. Donc une tête inclinée, une tête de face, par exemple, c'est la vision hiératique, la vision intemporelle et au-delà de l'action. Par contre, le fait de marcher, d'avancer, de tendre un doigt, 3 doigts, d'avoir les mains en accueil, d'avoir au contraire la main en refus, d'avoir la main en pronation, tous ces... Pronation, ça veut dire Pronation, ça veut dire qu'on est un peu par derrière. Voilà, parle toujours, je ne t'écoute pas. D'accord. Les moines aujourd'hui, dans les monastères, utilisent encore beaucoup ce langage des mains pour communiquer. Et donc, c'est très très important, par exemple ici, peut-être une attitude de refus, voilà. Mais les mains jointes, évidemment, une attitude de prière, la main, deux doigts, c'est une bénédiction, etc. Vous vous rendez compte, chers amis de TV Liberté, combien Jean-Paul de Rambre est un merveilleux guide. Donc, je vous recommande ces 3 ouvrages. Alors, 2 sont difficiles à trouver, mais sûrement sur les bons sites, vous le trouverez. Voyage au Moyen-Âge à travers les vitraux de Chartres, un texte de Colette et Jean-Paul de Rambre. Les vitraux de Chartres dans la très belle maison d'édition Les Zodiaques. Et tout simplement, aujourd'hui, dans les maisons de presse, la revue Histoire antique et médiévale, avec un zoom sur la cathédrale de Chartres, 800 ans d'histoire, donc le hors-série numéro 48. Merci beaucoup Jean-Paul de Rambre, et merci d'accepter une autre invitation pour nous présenter ce nouveau livre, La Bible par les arts. Nous serions très heureux. Bien volontiers. Merci beaucoup Jean-Paul de Rambre. À très vite pour une autre émission de notre Perle de Culture.